Bonsoir, très ravi de vous retrouver encore une fois pour un nouveau numéro de Hightech 221. Le contenu numérique, on en parle depuis un petit bout de temps au Sénégal, mais on ne parle pas des problèmes ou difficultés rencontrés. Avec nous aujourd'hui en ITV, nous avons M. Ibrahim Awad et le directeur général de Gaïné 2000. Vous savez que le secteur de l'économie numérique est un secteur extrêmement important, d'abord d'une manière générale dans le développement du pays, mais d'une manière générale dans l'évolution du monde. On parle de plus en plus de monde digitalisé, on parle de plus en plus de la révolution, des révolutions du numérique. Et donc il a pensé à ce concept qui consiste à créer les conditions d'un dialogue entre tous les acteurs, le secteur public, bien entendu, le gouvernement, le secteur privé, les acteurs qui évoluent dans le secteur des télécommunications, du digital et du numérique, le monde universitaire, les instituts de formation, les écoles, les universités, mais aussi d'une manière générale les citoyens, les élèves. Nous avons passé en revue les différentes difficultés auxquelles un pays comme le Sénégal est confronté dans la construction de son ambition numérique. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a pas mal de facteurs aujourd'hui qui relèvent d'un manque de cohérence et d'articulation, parce que la volonté politique est très forte. Le Sénégal dispose des compétences qu'il faut. Il a une stratégie pour le numérique. Et c'est maintenant dans le déroulement, puisqu'on a une transversalité très prononcée du numérique qui touche tous les secteurs d'activité, toutes les couches de la population, et que c'est à ce niveau-là certainement qu'il y a des difficultés à inventer le bon modèle pour que cette articulation de toutes les initiatives puisse produire de la valeur et projeter le Sénégal parmi les pays leaders africains du numérique. Depuis ce moment et jusqu'à aujourd'hui, le chef de l'État, le président Macky Sall, il n'y a pas dans une de ses interventions où il ne parle du rôle et de la place du numérique dans la dynamique de développement que le Sénégal est en train de prendre. Il insiste beaucoup sur les dynamiques de dématérialisation, de digitalisation, de fast-track, comment accélérer les choses, comment rendre l'administration, qui est le premier fournisseur de services en direction de l'entreprise des citoyens, plus rapide, plus accessible. Et ça, il n'y a pas meilleur outil que le numérique, que le digital pour le réaliser. Alors justement, c'est bien d'interpeller toutes les parties prenantes à travers l'urgence, parce que justement, si vous avez toutes les parties, toutes les composantes pour relever un défi et que vous n'arrivez pas à les mettre en cohérence, c'est en cela certainement que l'urgence est un élément important. Parce que si nous n'arrivons pas à transformer tout cela en valeur, comme j'ai l'habitude de le dire, le temps perdu dans le numérique est un temps qui ne se rattrape pas, parce que les autres acteurs, les autres pays, les autres économies auront mis en place des stratégies qui portent et finalement retarderont nous, notre économie. Mais tout ça c'est important, les grands projets comme le passeport biométrique, les permis numériques et d'autres, les projets d'état civil, donc bref, un certain nombre de contenus de matière qui sont intéressantes, qui doivent permettre au Sénégal, au secteur privé du numérique, de jouer son rôle dans la dynamique de transformation économique d'une manière générale, mais de transformation digitale. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce que nous avons. Si nous partons du principe que les pays africains avec lesquels nous avons partagé le même départ et qui ont exactement les mêmes conditions économiques et sociales que nous, sont parvenus à avoir des avancées plus significatives que les nôtres, c'est donc le moment de nous rendre compte qu'avec les atouts que nous avons, il faut que nous puissions accélérer la transformation de ces atouts en bénéfices, parce que le numérique est le seul accélérateur qui peut permettre d'amplifier la création d'emplois et de pérenniser en fait une économie performante. Nous avons surtout identifié ensemble les contraintes, parce que des rencontres comme celle-là n'ont de sens que quand elles permettent de mettre le doigt sur où est-ce que nous pouvons avancer. Et on s'est rendu compte que plusieurs niveaux de contraintes existent encore, en tout cas des défis. D'abord le défi du capital humain, des compétences. Comment former les ressources humaines de l'économie digitale de demain. Les robots, on en parle au Sénégal, mais on oublie souvent qu'il y a une communauté qui existe. Et dans cette communauté-là, il y a une dame
qui est là et qui représente une start-up qui s'appelle Senebot et qui représente toute la communauté de jeunes étudiants, entre autres, qui s'occupent de tout ce qui est robotique. Senebot est une start-up qui regroupe de jeunes entrepreneurs étudiants et qui œuvrent dans le domaine de la robotique. Donc aujourd'hui, si on en est arrivé au stade d'entrepreneur, c'est parce qu'on a commencé comme tout jeune. On s'est regroupés, on était tous dans la même école. On s'est dit pourquoi ne pas commencer à entreprendre dans ce domaine. Suite à ça, on a eu à former une équipe, on a eu à représenter le Sénégal au niveau des États-Unis. Ensuite, quand on est revenu, on s'est rendu compte que c'était un marché qui n'était pas très exploité, c'est-à-dire le domaine de la robotique. Suite à ça, on s'est lancé. On s'est dit pourquoi pas nous. Donc là, actuellement, nous visons deux axes. Le premier des axes concerne la jeunesse, parce que la robotique n'est pas exploitée ici au Sénégal. Les jeunes, quand tu leur parles de robotique, ils s'imaginent des robots humains qui te font des danses à la brique et tout, alors que robot, c'est pas seulement un robot pour jouer, mais c'est aussi une machine qui te permet de réaliser un système assez simple pour faciliter toutes les tâches exécutées par l'homme. Le projet Wassor est un projet qu'on a eu à présenter au concours Poesam. Donc Wassor, Waste Sorting Robot, un robot trieur de déchets. Aujourd'hui, quand on parle du tri des déchets, c'est parce qu'on est arrivé à un stade où l'amplitude qu'ont les déchets sur la Terre est devenue incommensurable. Donc c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui diminuer. Donc on a eu à rencontrer son Excellence le Président qui nous a parlé d'un projet qu'il est en train de développer, le projet Zéro Déchet, auquel on espère participer. Et tout d'abord, attaquer la mentalité, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas nettoyer la ville si ensuite les gens reprennent les déchets pour les relancer. Ça n'a pas de sens. Donc on espère qu'il mettra tout en œuvre pour faire baisser le taux d'insalubrité régi par le Sénégal. Nous parlions tantôt du numérique et pour parler du numérique, nous allons en venir au nouveau métier qu'a engendré le numérique ici au Sénégal. Nous allons en parler dans le dossier TechZoom. Traversant de nombreux secteurs d'activité, les profils des métiers du numérique sont très divers. De nouveaux métiers émergent, d'autres nécessitent simplement une adaptation aux nouvelles technologies et encore d'autres sont en émergence vers la prochaine décennie. Les nouveaux métiers du numérique, je les ai énumérés tout à l'heure, c'est des métiers comme les métiers de web designer, de consultant cloud. Bon, je pense qu'actuellement, les écoles de commerce nous donnent d'importantes opportunités face au marché de l'emploi. Nous sommes toujours attelés à former des bacheliers, à les encadrer aux nouveaux métiers. Dans ma formation, je suis l'audiovisuel, l'infographie, le webmastering. Nous n'accompagnons pas nos étudiants à être sur ces métiers-là. En revanche, nous accompagnons nos étudiants à avoir des compétences hybrides. Donc à la fois des compétences en finance et des compétences en technologie. Grâce aux écoles de commerce, on peut se lancer dans différents types d'emplois, tels que les blogueurs, tels que les agents commerciaux. Donc nous devons préparer nos étudiants à avoir une culture technologique minimale. Oui, parce que là, ça rejoint aussi l'enseignement d'éthique qui requiert de la part des étudiants d'aller s'informer. Et pourquoi on parle d'éducation inversée, maintenant ce sont les étudiants qui doivent aller chercher de la bonne information et revenir pour poser ça aux professeurs. En technologie web multimédia, il y a plusieurs opportunités qu'on peut faire. Pour le cas du management, d'abord c'est une filière qui peut nous mener au niveau des métiers du numérique. En sortant, on peut être monteur ou bien réalisateur, on peut faire infographie, on peut créer des sites web. En faisant du marketing, ça nous permet de savoir à quoi s'attendre au niveau du marché. Les nouveaux métiers du digital, du numérique, préparent les étudiants à accéder au marché de l'emploi. Chaque étudiant trouvera facilement, peut-être pas facilement, mais bon, ils seront mieux outillés pour aller chercher un emploi. Nous avons encore beaucoup de difficultés à avoir des compétences en matière de web designer, en matière de traffic manager, de community manager. De savoir quels sont les atouts que l'on a en nous
de pouvoir les exploiter. Être entrepreneur, c'est ça qui est mieux pour ces genres de formation. Naturellement, l'étudiant doit avoir des compétences. Le numérique est un secteur en pleine expansion. Véritable vivier d'emploi, chaque année, de nombreuses formations innovantes et de nouveaux métiers s'y créent. Plonge-toi dans le monde du digital en découvrant ou en renforçant une vocation. Hightech a élu domicile aujourd'hui à la journée de la femme digitale. Alors pour la Minute d'Orange, nous allons laisser le soin à Madame Tako de parler de la Sonatel qui est sponsor de l'événement. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir à Dakar comme hub de l'innovation et du digital les Journées de la femme digitale. C'est un concept, un cadre d'échange qu'on suit depuis un bon bout de temps qui a fait ses preuves au niveau de Paris et nous sommes heureux de voir que Dakar a été ciblée comme une des plus grandes villes africaines dans le domaine du digital et pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accompagner ce cadre d'échange qui nous permettra de mettre en valeur tout ce qui se fait en termes d'initiatives au niveau local et également de rassembler tous les acteurs qui participent à faire de cet écosystème-là un écosystème mature et qui évolue avec des futurs championnes. Dans le cadre de ce partenariat également, nous organisons une Learning Expedition, c'est-à-dire un circuit guidé pour aller à la découverte de l'écosystème sénégalais. La délégation va faire le tour de tous les acteurs qui s'activent autour de ce sujet-là, du digital, de l'entrepreneuriat, et pour montrer que Dakar est un écosystème très brillant, actif, plein d'initiatives innovantes pour galvaniser l'entrepreneuriat féminin et le digital de manière plus large. Nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre cette activité de cet écosystème-là. Dans le Tech Guest de ce numéro, nous allons parler de la cybercriminalité à travers un rapport qui a été publié par une ONG. Et avec Basile, nous retrouvons Madame Diouf. Assou Diouf, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes expert juridique, consultante de l'ONG Junction. Vous avez participé à la mise en place de l'étude critique sur la stratégie nationale de la cybersécurité au Sénégal. Avant de revenir sur cette étude-là, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'ONG Junction? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Oui, Junction, c'est une organisation civile, une ONG civile basée ici au Sénégal, donc, qui existe depuis 2006. Mais qui interviennent dans le domaine de la défense des droits de l'homme, notamment les droits numériques, les données à caractère personnel, la cybercriminalité, la cybersécurité, la confidentialité des données, donc la confidentialité des correspondances. Donc c'est une ONG qui intervient dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, mais toujours en rapport avec l'homme, l'être humain. Alors en rapport avec l'homme, l'être humain, d'où la cybersécurité qui intéresse tout le monde, qui intéresse le Sénégal. Alors donc vous avez fait une étude critique sur la stratégie nationale de la cybersécurité. Quels sont les points forts qui ont été développés dans cette étude-là? Donc par rapport à cette étude critique, d'abord toujours dans le Pourquoi cadre... critique d'abord? Pourquoi critique? Parce qu'il y avait des manquements. D'accord. Voilà. On note quelques manquements par rapport à la stratégie, puisque la lecture globale de la stratégie ne fait pas allusion à ce qu'on appelle la liberté d'expression de l'Internet. Voilà, il y a là-bas des manquements. Mais aussi les manquements les plus forts, c'est toujours du point de vue procédural. Parfois, la personne inculpée d'une infraction cybercriminelle, donc il n'a pas la possibilité de faire appel devant la chambre d'accusation. Après un mandat de dépôt, puisque le juge d'instruction a tendance à prendre un mandat de dépôt et non une ordonnance. Donc ce qui porte généralement atteinte au droit de la défense de la personne. Vous voyez un peu. Aussi par rapport à la confidentialité des correspondances, toujours avec la cybercriminalité, on porte atteinte aux droits de la personne dans la mesure où on peut faire des interceptions de données. C'est comme le cas, ce qui se passe sur Facebook, par exemple, sur Facebook, voilà, où une personne peut mettre ses données sans pour autant avoir... Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a pas mal de manquements, il y a beaucoup de manquements par rapport à la stratégie nationale de cybersécurité qui porte atteinte aux droits humains. À part ces manquements, donc, vous avez eu quand même des propositions pour en fait essayer
essayer de mettre en place cette bonne stratégie en sécurité. Donc par rapport à ça, donc, on sollicite vraiment l'État du Sénégal à intégrer la société civile dans le processus d'élaboration des textes régissant la cybercriminalité et la cybersécurité. Mais aussi, on doit procéder à des campagnes de sensibilisation, sensibiliser les citoyens sénégalais, sensibiliser dans les universités, dans les écoles, sensibiliser les parents par rapport aux dangers et aux risques liés à l'Internet. Donc, on doit aussi tenir en compte de la vie privée des personnes par rapport à l'adoption des lois. Donc, qu'il y ait un juste équilibre entre l'enquête judiciaire, l'instruction cybercriminelle et le respect des droits fondamentaux de la personne. Est-ce qu'il y a un lien entre votre étude critique sur la stratégie nationale et la stratégie Sénégal numérique 2025? Est-ce que vous avez eu à... Bon, c'est l'objectif, c'est la SN 2025 dont j'ai critiqué, également quelques points liés au manquement, donc par rapport au... Vous voulez dire que la cybersécurité n'était pas trop prise en compte au niveau de la stratégie Sénégal? On note des manquements notoires par rapport aux droits de l'homme, par rapport à la stratégie nationale, la SN 2022. D'accord. Donc il y a des manquements. Comment ça? Ils n'ont pas pris en charge ou c'est juste quelque chose que... Non, ce n'est pas quelque chose, parce que lorsqu'on fait référence au point 4.4.2 de la stratégie, qui prévoit une formation obligatoire pour les investigations. Mais pourquoi ce mot obligatoire? Dans la mesure où le magistrat instructeur, la loi de 2016, de 2008, lui permet de faire appel à des experts. Vous voyez un peu? On peut faire appel à des experts pour qu'il y ait la cryptologie, pour enquêter, pour perquisitionner lorsque le juge enquêteur n'est pas compétent ou n'a pas la compétence opérationnelle pour le faire. Mais je pense qu'avec l'instauration des formations, des certificats au niveau des anneaux qui ont été lancés par l'Université virtuelle du Sénégal, je crois qu'avec ça, ça peut devenir... Il peut y avoir une solution avec ça. On peut avoir une solution. Quelles sont les autres recommandations qu'on peut retenir au niveau de votre étude critique sur la stratégie nationale? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit refaire, les recommandations? Oui, l'autre recommandation est liée généralement à ce qu'on appelle la prise en compte des droits et libertés fondamentaux. Comme vous le savez, la liberté d'expression est un droit fondamental prévu par la Constitution sénégalaise. L'article 27 dont tout le monde parle. Vous voyez. Également, le respect des correspondances avec l'article 13 de la Constitution. Donc, il y a des choses que l'on doit prendre en compte et on lance un appel à l'État du Sénégal par le biais des acteurs, donc de tenir en compte du respect fondamental des droits de l'homme. Bon, pour les gens qui sont intéressés par la cybersécurité, où est-ce qu'on peut trouver les rapports que vous avez eu à rédiger avec l'ONG? Donc, par rapport à l'étude critique que j'ai eu à rédiger avec l'ONG Jonction, donc via YouTube, notamment Social LinkedIn, votre réseau, donc on peut le retrouver là-bas. On peut retrouver aussi dans les autres réseaux. Il y a max.com, il y a pas mal de réseaux qui ont publié ça. Mais quand même, les gens peuvent vous contacter pour avoir... Oui, il y a des personnes qui me contactent aussi pour avoir l'étude critique. Donc c'est disponible dans les réseaux sociaux. Aussi. En tout cas, merci Astou Diouf. Je rappelle que vous êtes expert juridique et vous avez participé à l'étude critique de la stratégie nationale sur la cybersécurité. Merci beaucoup. Je vous remercie. Dans l'émission précédente, Prof vous avait expliqué comment programmer l'envoi d'un mail dans Gmail. Dans celui-ci, il vous explique comment configurer votre adresse email professionnelle dans Gmail. Merci Mary. Pour le tips de ce numéro, nous allons parler de la configuration de votre adresse email professionnelle dans Gmail. Si vous utilisez Gmail quotidiennement à des fins personnelles, gérées en tant qu'entrepreneur, les messages reçus sur votre adresse email professionnelle depuis le webmail rattaché à votre propre nom de domaine peuvent rapidement devenir frustrants. Les messageries en ligne proposées par les hébergeurs web sont souvent très limitées en termes de fonctionnalités et pas adaptées aux besoins des entrepreneurs, vous obligeant à confier la gestion des emails à un client tiers. Des logiciels dédiés comme Outlook ou Thunderbird peuvent bien sûr être utilisés, mais ces solutions restent bien moins souples que des services comme Gmail. Qu'à cela ne tienne, la messagerie de Google est pleine de ressources et peut aussi se charger de gérer votre adresse email professionnelle. Une fois configurée,
Vous pourrez recevoir et envoyer des mails en utilisant votre adresse professionnelle directement depuis l'interface de Gmail. Il est tout à fait possible de rattacher votre adresse électronique professionnelle à votre adresse email existante. Rendez-vous donc sur Gmail pour créer un nouveau compte dont l'adresse email pourra reprendre, si vous le souhaitez, le format votre nom de domaine @gmail.com. Depuis la page principale de votre compte Gmail, cliquez sur l'icône figurant une roue crantée en haut à droite pour accéder aux paramètres de votre boîte. Rendez-vous ensuite dans la section Compte et importation. Dans la section Envoyer des emails en tant que, cliquez sur Ajouter une adresse email. Dans la fenêtre qui s'ouvre comme pop-up, renseignez votre nom et votre adresse qui apparaîtront sur l'email que vous enverrez. Conservez la case traitée comme un alias coché et cliquez sur Étape suivante. En principe, lorsque vous avez créé votre adresse professionnelle auprès de votre hébergeur web, celui-ci vous a fourni un certain nombre d'informations destinées à configurer votre boîte mail. Renseignez ainsi l'adresse du serveur SMTP ainsi que le port utilisé par votre hébergeur. Saisissez votre nom d'utilisateur, généralement votre adresse complète au format monnom@mondomaine.com ainsi que votre mot de passe de connexion à cette même boîte. Validez la configuration à votre compte en cliquant sur le bouton Ajouter un compte. En principe, Google devrait envoyer sur votre adresse professionnelle un code de confirmation. Connectez-vous sur webmail de votre nom de domaine et cliquez sur le lien de validation ou copiez le code indiqué pour le coller dans la fenêtre de validation de Gmail et appuyez sur Valider. Retournez dans les paramètres de compte et importation dans la section Envoyer des emails en tant que. À la ligne consacrée à votre adresse email professionnelle, cliquez sur Utiliser par défaut. Et enfin, en plus de recevoir tous vos messages professionnels sur Gmail, tous les nouveaux messages que vous rédigerez depuis votre compte pourront être envoyés en utilisant votre adresse email professionnelle. Et voilà, j'espère que ce tips vous aidera à bien configurer votre adresse email dans Gmail. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans un nouveau tips. Merci. On n'arrête pas la technologie et pour vous le prouver, je vous apporte encore quelque chose de nouveau. Pet Tracker. Comme son nom l'indique, il vous permet de traquer tous vos animaux domestiques qui sont perdus. Votre chien est perdu, n'ayez plus peur. Pet Tracker est là pour vous servir. Alors moi, je clique ici, le bouton j'aime. Retrouvez votre animal, le Pet Tracker d'Invoxia permet de localiser vos animaux de compagnie en cas de perte sans limite de distance via l'application Invoxia GPS. Attention, le Pet Tracker n'est pas prévu pour suivre votre animal à la trace, mais pour vous indiquer où le chercher en cas de perte. Surveillez, définissez des zones de clôture virtuelle et recevez une notification dès que votre animal y entre ou sort trop longtemps. Soyez informé, le Pet Tracker GPS transmet sa position toutes les 3 à 10 minutes dès qu'il est en mouvement. Suivez l'historique des déplacements depuis l'application. Abonnement inclus pour 3 ans et batterie de longue durée allant jusqu'à 3 mois sans recharge. Léger et étanche, le traceur GPS le plus léger du marché avec 15 grammes. Il est petit avec 4,2 cm de long pour 2,4 cm de large. Votre chien ou chat peut se promener librement grâce à son étanchéité à 1 mètre. Installation facile. Chargez votre tracker, appareillez-le avec votre smartphone via l'application Invoxia GPS et attachez-le au collier de votre animal préféré grâce à une attache en silicone conçue pour résister à tous ses déplacements. Nous en venons à CareOS. CareOS est une plateforme intelligente et nous en venons à ce point à l'intelligence artificielle qui vous permet en un seul regard dans le miroir d'évaluer vos rituels beauté et santé. Et pour ça, moi, j'appuie sur le bouton Partager. CareOS, cœur numérique de vos soins personnels, est une plateforme intelligente qui s'inscrit naturellement dans vos rituels de soins, de beauté et de santé. Elle exploite au mieux le temps passé devant le miroir pour améliorer votre bien-être par l'organisation et la mise en valeur des informations provenant d'objets connectés, de services numériques et de l'intelligence artificielle développée par CareOS. En un regard et un simple geste vers le miroir de la salle de bain, vous accédez à toutes les informations nécessaires pour évaluer et améliorer vos routines. Jouez avec votre reflet pour en apprendre davantage sur votre santé. CareOS est à la pointe du soin préventif, offrant des informations personnalisées et des suggestions pour une vie plus heureuse et plus saine. CareOS donne la priorité à votre vie privée. Vos données restent avec vous et ne sont pas partagées sans votre consentement.
Hightech 221, c'est fini pour ce numéro. J'espère que vous avez, comme toujours, apprécié les sujets présentés. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. En attendant, comme la journée de la femme digitale le dit, je m'en vais changer le monde.